avez votre bouteille d'eau. Bonjour à vous tous. Voilà, installez-vous tranquillement. Et je suis ravi d'être avec vous pour ce panel de fin de journée. Franchement, avant tout, je voudrais applaudir les personnes qui sont dans la salle parce que se cogner un panel légal à 5 heures de l'après-midi ou même à 6 heures de l'après-midi quand on s'est cogné toutes les conférences d'avant, franchement, il faut être courageux. Donc, c'est à nous de vous applaudir. Bravo. Donc, sérieusement, donc NFT serve the legal profession, c'est le sujet. Je me présente, je m'appelle John Carp, donc je suis ravi d'être avec vous. J'anime un podcast tous les matins qui s'appelle le NFT Morning, qui reprend demain matin justement à faire un débrief sur cette magnifique conférence. Et on a la chance d'avoir en fait 3 super intervenants. On va commencer remote first du coup avec toi Ellie. Donc on a la chance du coup d'avoir Ellie avec nous. Donc Ellie Auvray, qui est coprésident, cofondateur de Logion Blockchain Network. Donc vous pouvez l'applaudir, il va se présenter un peu plus juste après. Et sur ma gauche, donc Mathieu Quignou, donc avocat sous l'entité Legal Brain, blockchain IA, NFT. Et puis bon, tu vas pouvoir te présenter parce que tu fais beaucoup d'autres choses aussi. On te retrouve dans pas mal de projets. Enfin, Clément Fontaine ici présent, donc qui est fondateur tout simplement de la plateforme TokenArt. Donc, avant de rentrer dans le sujet, évidemment, déjà on va commencer avec toi. Du coup, est-ce que tu veux nous parler un petit peu plus de toi et de TokenArt du coup? Oui, carrément. Merci. Bonjour à tous, ravi d'être avec vous. Vous avez du courage d'être là à cette heure-ci. Clément Fontaine, j'ai fondé TokenArt au cours de ma thèse il y a 3 ans. Je fais ma thèse je vais rentrer en 4e année. TokenArt, l'objectif, c'est d'associer des licences de droit dans les métadonnées des NFT et de vous permettre de savoir quels sont les droits qui sont associés à vos NFT. Voilà. Basiquement, vous allez sur TokenArt, vous connectez votre wallet, ou si vous n'avez pas de NFT dans votre wallet, vous cherchez vous-même la collection qui vous intéresse, et vous saurez les droits de propriété intellectuelle qui sont liés. Différent d'OpenGem, vous savez quel droit de propriété vous avez sur le token. C'est différent. TokenArt, vous avez les droits de propriété intellectuelle qui sont liés à votre token. Voilà pour la présentation. C'est un bon début, on va revenir là-dessus. Et donc, du coup, Mathieu, on peut enchaîner un peu avec toi aussi, parce que tu es à la fois avocat, puis impliqué sur certaines plateformes aussi, dont Atto, par exemple, si je ne me trompe pas. Oui, donc je suis cofondateur d'Atto, qui est une plateforme qui fait de l'injection en fait, de conditions générales de vente, donc de licences, dans des NFT, avec donc un peu comme on va intégrer une image dans le NFT. Vous voyez, c'est un petit lien pour ceux qui ont suivi les ateliers de Ben Beka, par exemple. Vous avez dû voir qu'il y a donc, dans les smart contracts la possibilité d'appeler des métadonnées, donc appeler un fichier JSON. Dans ce fichier JSON, vous allez avoir par exemple un lien IPFS qui va pointer vers une image. C'est ça qui permet de faire apparaître l'image. Nous, on a rajouté aussi un lien IPFS vers un PDF qui correspond à un contrat classique et des caractéristiques qui permettent de lire facilement en fait, les droits associés à ça. Donc ça permet vraiment de constituer un actif solide autour des NFT. C'est un des outils qu'on a développé sur Atto. Il y a aussi un scanner, un annuaire, une petite suite d'outils qui est utilisable en API ou par des artistes. Et pour les artistes, c'est gratuit. C'est-à-dire que l'artiste qui va pouvoir créer son NFT et vouloir lier effectivement des droits de propriété intellectuelle à celui-ci peut le faire gratuitement sur la plateforme. Et il est un petit peu guidé, comme on est guidé, par exemple, quand on va créer une société en utilisant un outil d'automatisation comme, par exemple, j'imagine que vous devez connaître Legal Start pour, par exemple, la création de société. C'est des petites questions qui vous sont posées et ça vous génère des statuts et ça dépose les statuts et ça vous permet d'avoir une société. Là, c'est pareil, mais pour un NFT et des conditions générales. Voilà. Alors super, on va pouvoir revenir ensuite là-dessus. Avant tout aussi, du coup, Ellie, j'aurais aimé que tu nous parles du coup de Logion Blockchain Network, nous en dire un peu plus, parce que là, vous avez une approche aussi au niveau d'une blockchain, c'est ça? Absolument. Complètement complémentaire avec les projets précédemment présentés, et c'est un peu aussi la philosophie communautaire de ce nouvel écosystème Web3, c'est d'essayer de faire en sorte que les projets puissent se servir mutuellement. Logion, en fait, c'est une blockchain publique dont la mission est de permettre une propriété numérique sûre.
on est la première blockchain, première infrastructure où les données et les fichiers, contrats, œuvres, identités, droits transférés, donc potentiellement issus des éléments que l'on a évoqués juste précédemment, qui sont associés à un token, donc un NFT, dans le contexte de NFT Biarritz par exemple, et bien tous ces éléments vont être transformés en preuves que l'on va agréger avec un certificat. Et les tokens seront protégés lors de leur création, en cas de transfert ou même en cas de perte d'accès, car Logion en fait présente la particularité d'être une blockchain opérée par un réseau européen décentralisé d'officiers judiciaires qui va protéger légalement les personnes et les entreprises qui échangent de la valeur dans ce nouveau contexte du Web3. Voilà. Et donc l'idée, c'est de dire que tous les projets qui se construisent avec nous, avec Logion, eh bien, protègent leur titulaire de token. D'accord, parce qu'il y a une validation qui est faite du coup par, on va dire, des professions réglementées, des avocats, c'est ça? Alors, il y a une validation qui est faite en amont, mais très clairement, par exemple, dans le contexte de la création d'un NFT, les plateformes qui créent ces NFT et qui associent justement les types de droits transférés, même les fichiers sous-jacents, eh bien, tout cela va être envoyé complètement automatiquement à Logion, qui, en termes d'infrastructure, va à la fois sécuriser les données sur la blockchain Logion, récupérer les fichiers et très clairement, de manière automatique, comme c'est derrière opéré exclusivement par des officiers judiciaires, ces éléments protègent les parties parce qu'ils sont horodatés, parce que du coup ils sont infalsifiables, et que si jamais une des parties a besoin de défendre ses droits, elle aura la puissance d'un officier public et ministériel derrière elle pour pouvoir ressortir ces éléments-là dans une forme, par exemple, opposable en justice. Alors, je vais un peu rebondir là-dessus, justement, Ellie, avec une question un peu que certains entrepreneurs, des fois, qu'on entend dans la blockchain, qui disent pourquoi, justement, s'entourer de tous ces conseils juridiques ou prendre trop de précautions judiciaires alors qu'on a déjà la chance d'avoir finalement une blockchain qui, par nature, finalement, permet de certifier de manière certaine que telle personne a effectué telle transaction à tel moment, de telle manière. Peut-être que je vais commencer avec toi, peut-être du coup Mathieu, si ça ne te dérange pas, mais on a besoin d'avocats finalement aujourd'hui. Vous n'avez quand même pas disrupté ma profession, là, c'est pas possible. Là. Non, bon, après, voilà, la blockchain est là aussi pour limiter les intermédiaires, c'est sûr. L'avocat, c'est un intermédiaire pour un certain nombre de choses, mais on va dire que c'est pas le plus touché. C'est-à-dire que, par exemple, pour des outils comme ceux dont on parle, c'est peut-être plus des professions comme les huissiers ou les notaires qui sont immédiatement touchés parce qu'ils ont un vrai rôle de certificateur. L'avocat, il peut faire un travail d'ordre judiciaire, donc il accompagne une personne, il l'assiste, et un rôle de conseil. Bon, la blockchain, elle ne conseille pas. Après, pour la création d'actes, un point qui me semble important, c'est automatiser. Nous, c'est ce qu'on cherche à faire, c'est un peu encapsuler de la valeur ajoutée un peu sophistiquée d'avocat ou de chercheur en droit dans quelque chose d'automatisé pour faciliter l'usage et permettre sa réplication à une grande échelle. Donc à ce niveau-là, oui, on peut chercher à en tout cas se passer des tâches répétitives des avocats et des professionnels du droit. Et après, pour certaines professions, c'est plus délicat, pour les huissiers, par exemple. D'accord. Mais par contre, en effet, pour entrer un peu aussi dans le sujet, on parle un peu de ce Far West aujourd'hui, de l'univers des NFT. Aujourd'hui, je suis artiste, je vais minter mon NFT sur OpenSea par exemple, ou je vais le minter, ou moi en tant que collectionneur, je vais l'acheter sur OpenSea, voilà, enfin simple. Finalement, qu'est-ce que j'achète aujourd'hui? Enfin, je sais pas ce que tu en penses, Clément. Qu'est-ce que j'achète? On achète un NFT. J'achète quoi aujourd'hui? Alors, s'il n'y a pas de contrat derrière, on va acheter un token, quelque chose. Sur OpenGem, on a une graduation du droit de propriété qu'on est en train d'acheter. Je voudrais juste faire une parenthèse sur l'intérêt du droit, en fait. On entend beaucoup J'aurais pas dû commencer avec cette question. Le droit, c'est relou. Dans la blockchain, pourquoi utiliser du droit dans la blockchain? En fait, la blockchain, c'est du droit. Ça vous donne un droit de propriété. Ça a été reconnu il n'y a pas longtemps par une cour de justice en Angleterre qui reconnaît un droit de propriété privée sur un NFT. Mais pour ça, pour le reconnaître, elle va se baser sur les fonctionnalités du smart contract. C'est le smart contract qui vous donne le droit de pouvoir conserver et transférer votre NFT. Vous avez un droit de propriété qui est reconnu devant une cour de juridiction. Alors c'est en Angleterre, mais c'est
sans droit, si on ne vous reconnaît pas de droit de propriété, vous ne pouvez pas aller derrière devant un commissariat et vous dire « je me suis fait voler mon NFT », mais vous vous êtes rien fait voler, monsieur, vous n'avez pas de droit de propriété dessus. Enfin, faut voir en fait toutes les implications. Sur une blockchain, tout est droit en fait. Le droit, il y en a partout et vous en avez tous besoin. Donc les avocats qui sont autour de nous... Non, alors d'accord, on a besoin de droit, on a besoin d'avocats, mais on interagit tous les jours justement avec des contrats qui sont ces smart contracts, donc dans lesquels on valide un certain nombre de conditions. Maintenant, j'ai l'assentiment justement, et c'est là qu'il y a un petit peu un flou, et on en parle beaucoup, enfin on va parler des sujets, mais on parle beaucoup de cette notion justement de propriété, parce qu'elle est remise en question à l'heure de la blockchain, ou en tout cas, parce que justement... on dit, tu as acheté une œuvre, oui, mais tu n'en es pas vraiment propriétaire parce que tu n'as pas les droits d'exploitation, ou parce que tu n'as pas ci, ou parce que tu n'as pas ça. En fait, j'ai l'impression justement, si je peux me permettre, alors j'ai aucun retour, donc je suis désolé si je ne vois pas du tout la salle, mais je peux me permettre d'interrompre à ce niveau-là. En fait, il faut bien comprendre que le NFT, il est divisable, pour faire simple, en deux choses. Il y a le token en tant que tel, qui est l'inscription sur la blockchain, qui attribue à une adresse, en fait, le fait que ce NFT appartient à tel compte. Et puis en dessous, la deuxième partie qui caractérise un NFT, c'est sa licence, le droit d'usage. Et le problème, c'est que la deuxième partie, qui est absolument fondamentale, parce que sans quoi il n'y a pas de droit de propriété, c'est comment la personne qui vend le NFT et son sous-jacent accepte que la personne qui acquiert le NFT l'utilise. Quand ça, c'est pas clair, eh ben, ça conduit à des vrais problèmes et à une vraie insécurité juridique. Et du coup, Elie, insécurité dans la propriété. Et donc, je prends un exemple qui est assez classique et c'est justement les Bored Apes. Quand on lit la licence des Bored Apes, il y a deux clauses qui sont contradictoires. Il y a une clause qui dit en gros, ça vous appartient complètement. C'est-à-dire quand vous achetez le NFT de Bored Apes, c'est-à-dire l'objet artistique, l'image, vous appartient complètement, c'est le terme completely qui est utilisé. Ça, c'est le premier point. Mais quand on lit un petit peu plus bas, sur la dite licence, eh bien, il y a une autre description, alors qui n'est évidemment pas inscrite dans le NFT du tout, et c'est justement le problème. Elle dit que la société derrière Bored Apes attribue, c'est le terme grant en anglais, attribue en fait une licence, d'accord, d'utilisation globale, worldwide, sur la commercialisation potentielle du sous-jacent. Et en fait, du coup, ça veut dire qu'il n'y a pas de vraie propriété. Ce que l'utilisateur obtient, c'est une licence. Alors, il se trouve que la licence lui permet, il y en a qui l'ont fait, qui permet par exemple d'utiliser l'image pour faire des t-shirts, les vendre, ça, il n'y a pas de souci, mais ça ne reste qu'une licence. Et donc, la définition même de la propriété ici, elle est, la plupart des gens qui ont acheté, je pense, un Bored Apes se disent il m'appartient. Non, il n'appartient pas juridiquement. Ils ont une licence. Et comme cette licence n'est pas prévue comme irrévocable, rien n'empêche Bored Apes Club derrière de dire je révoque cette licence. Et donc, les gens ne sont plus propriétaires et on se retrouve avec un NFT qui est lié à un objet qui n'existe plus, ou en tout cas que je n'ai plus le droit d'exploiter comme je pensais pouvoir l'être. Donc, c'est pour ça que je reviens. Oui, on a besoin des avocats. Le droit permet la liberté de commerce. Sans droit et sans loi, ça ne peut pas fonctionner. Et il y a simplement des choses à adapter de manière à ce que cette propriété numérique puisse générer de la valeur et protéger et être extrêmement clair. Et il y a énormément, je sais typiquement que Clément a énormément travaillé là-dessus, il y a des mécanismes qui doivent permettre de rendre beaucoup plus clair le type de droit que j'obtiens quand j'achète un NFT. Alors merci pour l'introduction du sujet. Et donc on voit en effet qu'il y a différents types de droits. Parce qu'en fait c'est ça, moi je pense que c'est là d'où résulte l'ambiguïté aussi, Elie. Alors là on voit, en effet quand tu parles de la propriété des Bored Apes, c'est un droit d'exploitation commerciale, en tout cas. J'ai l'impression qu'il il autorise l'exploitation, et c'est là-dessus qu'il y a une ambiguïté, parce que c'est une licence d'exploitation commerciale et non une propriété commerciale. Mais enfin, je résume avec mes mots de non-juriste. C'est pas une propriété pleine entière. Et le problème de la licence, c'est un droit qui peut se retirer. Il n'y a absolument rien dans le contrat, les fameux Terms and Conditions que personne ne lit, il n'y a rien dans le contrat qui dit que Bored Apes s'interdit de révoquer cette licence à tout moment. C'est pas marqué, donc ça veut dire que techniquement, ils peuvent le faire. Très bien, donc en effet, c'est pas marqué, et en tout cas, c'est marqué sur un site qu'on a des droits, et puis en plus, c'est pas lié au NFT. Avant de rentrer dans ce niveau-là, j'aimerais juste comprendre,
peut-être que justement, vu que tu as parlé de Clément, tu peux nous aider là-dessus. Si on devait définir des niveaux d'échelle de propriété d'un NFT, parce que moi, en tant que simple collectionneur, j'achète un NFT, je sais qu'il y en a certains, on va dire que j'ai une sorte de droit de collection. Ça veut dire que j'ai aucun droit à part être content d'avoir acheté le NFT. Et puis, il y a un niveau ultime qui est cette propriété complète, comme le décrit Elie finalement. Et j'ai l'impression qu'il y a différents niveaux de graduation et qu'il y a différents exemples qu'on a déjà croisés ou pas. Et donc, je ne sais pas si tu pourrais essayer de les résumer. Alors, les résumés, il y en a beaucoup. Alors, ouais, j'en veux pas plus que 5. Petite synthèse. L'utilisation personnelle, l'utilisation commerciale. Le droit de représentation, c'est un élément très important. Le fait de pouvoir communiquer à un public nouveau votre œuvre d'art. Vous avez un NFT, vous allez l'importer dans un métaverse, c'est une communication à un public nouveau. Ça, c'est une autorisation préalable de l'auteur qu'il faut avoir. Et si vous ne le faites pas, si vous n'avez pas cette autorisation, c'est un acte de contrefaçon. Donc si la licence vous permet de le communiquer à un public nouveau, par exemple dans un nouveau métaverse ou sur une nouvelle plateforme d'achat-vente, vous achetez votre NFT sur Arribble, vous voulez le vendre dans un métaverse, par exemple Decentraland, à chaque fois, c'est différents publics. Et il faut avoir, si vous avez un droit général de représentation, la possibilité de communiquer à un public nouveau, je répète, c'est déjà une liberté qui vous est octroyée, un premier niveau de liberté. Et ce premier niveau de liberté, on est en blockchain. Dès qu'il y a une vérification de l'ownership cryptographique, la propriété cryptographique, dès que la plateforme va mettre en œuvre ça, et que l'auteur dit, à chaque fois que vous allez aller vers un tiers qui va mettre en œuvre une vérification de l'ownership cryptographique, je vous donne le droit de communiquer à ce public de cette plateforme mon œuvre d'art, ça veut dire que vous allez pouvoir mettre votre NFT un peu partout dans le Web3. Le lister, quoi. Le faire apparaître. Le vendre, le faire apparaître, etc. C'est déjà un bon début. Donc ça, c'est le niveau 1. Enfin, le niveau 0, c'est tu peux rien faire, en gros. Niveau 0, s'il n'y a pas de droit, s'il n'y a pas de licence... Tu as le droit d'avoir le token et de le garder chez toi et de le revendre, on va dire, là où tu l'as acheté, pour faire simple. Même pas. Même pas. Il y a beaucoup d'avocats te diront, ça se joue en justice, ça. On peut faire annuler le contrat. Le NFT, je l'ai acheté 300 000 $ et je dois le rembourser parce que le contrat est annulé. Enfin, Bon, moi là, je suis en mode bon sens. Je me dis, s'il y a des millions de transactions qui ont eu lieu sur OpenSea, si j'en fais une de plus, je vois pas comment on pourrait m'en vouloir. Mais bon, disons qu'il y a le niveau 0. Le niveau 1, donc, c'est le droit de le communiquer à un nouveau public. Comme si, en quelque sorte, j'avais acheté un CD, un DVD à l'époque, et puis j'ai envie de le diffuser ici. Là, c'est un nouveau droit. Et donc, c'est ce droit-là, finalement, de le montrer à d'autres personnes, c'est ça ? Ouais, qui rentre dans la logique de la blockchain, c'est-à-dire que c'est interopérable. On peut se balader avec son NFT sur OpenSea, sur Arribble, sur un métaverse, etc. Voilà, c'est pour vous laisser faire ce que les gens font d'habitude, en fait. Donc ça, il faudrait à terme que ça soit donné et que ça soit explicite. On ne considère pas qu'Internet, de manière ouverte sur Internet, c'est suffisant. Il y a les théories de la licence implicite, mais c'est des... D'accord. Bon, donc niveau 0, niveau 1. Ensuite, qu'est-ce que je voudrais avoir quand même, peut-être qu'est-ce qui vraiment commencerait comment je pourrais avoir un peu plus de valeur dans le droit ? Peut-être tu peux compléter, Mathieu. Nous, on est sur 3 niveaux, en fait. On a un système de licence. Pour 3 niveaux, ça me plaît. Le premier, c'est à peu près ce qui a été dit, quoi. Donc, c'est licence à titre privé. Ensuite, donc, on ne peut pas faire grand-chose sauf revendre, donc l'idée de collectionneur. Le niveau 2, c'est à titre public, mais assez restreint, c'est-à-dire qu'on va pouvoir le mettre sur Twitter, quoi, en gros. Et après, le niveau 3, c'est un qui va permettre d'englober, par exemple, les droits de merchandising, les droits d'intégration sur des métavers, la logique un peu de commercialisation des droits. On va dire des droits d'exploitation commerciale, quoi, en quelque sorte. Voilà. D'accord, très bien. Donc, il y a ces niveaux-là. Et après, comme tu commençais à le dire, Clément, il y a d'autres subtilités à l'intérieur de ça. Il peut y avoir d'autres droits concurrents, dans la mesure, comme tu le disais, où des smart contracts incluent des fonctionnalités qu'on n'a pas forcément connues dans le droit au départ. Vraiment ? On peut croiser d'autres choses et à un moment donné, elles vont émerger aussi. Il y a quoi, par exemple ? Dans certaines licences, on voit, sans les citer Ubisoft, on voit sur leur licence, quand vous achetez leur NFT, ils ne veulent pas que vous puissiez fractionnaliser votre NFT, c'est-à-dire aller sur des smart contracts de fractionnalisation
si tout le monde est à l'aise avec la fractionnalisation, en gros, vous envoyez votre NFT dans un compte séquestre, un smart contract, et il vous renvoie des tokens fongibles qui représentent la valeur, mais divisée, de votre NFT. Bon, typiquement, ça, certains créateurs de collections vous interdisent de le faire. C'est-à-dire qu'ils vont vous dire, non, on ne veut pas que ce soit fractionnalisé. Avec un NFT, vous pouvez le louer, vous pouvez le fractionnaliser, vous pouvez faire pas mal de choses. Pour la fractionnalisation, c'est délicat quand même, parce qu'on tombe en fait dans l'instrument financier très vite. Et du coup, même si en soi, finalement, c'est une licence, alors on prend le terme cession, parce que tout à l'heure, on a parlé de transfert de propriété, donc pour aller vers de la cession, pourquoi pas. Donc si on avait une cession globale des droits, vraiment très explicite sur tout le territoire, pour l'ensemble de la durée des droits, etc., quelque chose d'assez et nickel, vraiment bien rédigé et révocable, on pourrait faire de la fractionnalisation, par principe. Par contre, on pourrait avoir l'AMF qui arrive et qui dit bon bah écoutez là on arrête de jouer là, c'est quoi cette histoire là, vous êtes un intermédiaire en biens divers, ça c'est assimilable à un instrument financier, est-ce que vous avez les agréments, qu'est-ce que vous donnez comme garantie à vos investisseurs, donc c'est très délicat. Alors, c'est-à-dire que moi, par exemple, j'ai déjà acheté j'ai un Ape, je suis allé le fractionnaliser sur une plateforme comme NFTX. Enfin, je sais pas si vous voilà, qui me permet ou des punks par exemple, et donc je peux créer 100 punk tokens où je je mets ça dans un pool et ça rajoute des tokens. Je suis en risque potentiellement, mais il faut. C'est un cas qui préexiste en fait, tu vois par exemple dans les tableaux. C'est moi ou c'est NFTX qui est en risque? C'est toi, c'est les deux. D'accord. Après, bon, voilà, il y a le côté un peu consommateur éclairé. Si vraiment ce qui t'est proposé t'invite à faire ça, c'est délicat pour eux surtout. Mais par exemple, il y a des boîtes ou même des particuliers collectionneurs qui ont fait ça sur des tableaux de maître, qui ont, par exemple, je sais pas, pris des tableaux du 15e siècle qu'ils avaient familialement et qui les ont fractionnés. Et eux conservaient la propriété dessus, hein, en tout cas, ils le géraient. Et ils ont dit, bah voilà, on va en faire 10 000 fractions qui donneront des droits dessus, un peu comme des actions. Bah là, on est justement un peu comme des actions sur des instruments financiers. Et ça, c'est délicat à mettre en place. Hein. Voilà, il faut des agréments. D'accord. Mais Elie, c'est oui. tout ce qui montre la puissance de ce que permet de faire les NFT. On réduit souvent les NFT à en gros, acheter un JPEG, c'est évidemment pas le cas. C'est un outil qui peut être utilisé dans plein de domaines différents. La fractionnalisation qu'on vient d'évoquer, elle peut s'évoquer sur des œuvres physiques, comme sur des œuvres digitales, mais également sur de l'immobilier. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui des fractions d'immeubles qui sont vendus, et la valeur du NFT, elle permet d'accéder à des rémunérations liées par exemple aux loyers perçus, qui sont du coup eux aussi remis sous forme de tokens. Donc ce sont des mécanismes qui permettent, enfin le NFT en tant que tel, on peut imaginer que ça rattache en fait à un niveau de propriété. Par contre, tout se pose la question sur quoi ça repose. Parce que si ça repose sur un droit qui n'est pas sûr, tout l'édifice s'écroule. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai un titre de propriété, est-ce que je peux le mettre en garantie? Est-ce que je peux le fractionner? Est-ce que je peux le... Voilà. Si ça repose sur quelque chose qui n'est pas sûr, tout l'édifice s'écroule. Et le point que j'évoquais sur Yuka et sur du coup la licence, bien comprendre le type de licence sur lequel repose le NFT est absolument fondamental. Un exemple, Yuka Labs a racheté les CryptoPunks, d'accord. Ils ont changé le droit d'usage. Ils ont changé la licence. Alors, ils l'ont changé dans des termes moins restrictifs que les termes initiaux, parce que Arva Labs, qui était l'entité à l'origine des CryptoPunks, a été réputée pour avoir des conditions, des licences extrêmement restrictives. Ils l'ont élargi, mais ils ne l'ont pas mis au même niveau que ce qu'on peut faire avec un board Apes. Et le problème, c'est qu'on voit bien que là, à partir du moment où la licence change, il y a un vrai problème qui se pose. C'est-à-dire que est-ce que ceux qui ont acheté les NFT à l'époque, qui l'ont acheté sous certaines conditions de licence, est-ce que unilatéralement, l'entité Bored Apes qui a racheté du coup les CryptoPunks, l'entité derrière les CryptoPunks, a décidé unilatéralement de changer la licence. Et les titulaires du NFT CryptoPunk ne peuvent absolument rien changer à ça, puisque, encore une fois, la licence était marquée comme non révocable. Et c'est tout le problème. Si je construis derrière une fractionnalisation, etc., et que derrière, le nouveau titulaire de licence dit « bah non, c'est interdit »,
et ben, toute cette partie-là devient interdite. Et donc, je suis exposé. Donc, encore une fois, Donc c'est ce que tu disais. être clair et rendre clair pour les acheteurs de NFT sur exactement ce qu'ils achètent. Et il faut le mettre dans des termes qui sont justement pas complexes. C'est pas les micro-clauses dans des contrats qui font 15 pages. Il faut arriver à une nomenclature qui soit extrêmement claire sur l'étendue des droits de propriété associés à la propriété numérique du NFT, donc de son sous-jacent. C'est absolument indispensable. Sinon, on a une insécurité juridique massive et sans sécurité, il n'y aura pas d'adoption de masse. C'est impossible. Alors merci beaucoup Elie. Juste pour ceux qui n'ont pas suivi en effet l'histoire Bored Apes CryptoPunks, c'est vrai que c'est un petit cas d'école quand même à la base parce que Bored Apes s'est positionné, alors même si c'est une licence comme tu le dis, mais d'un point de vue en tout cas communication, il présente le Bored Apes comme à la base une des premières collections clés qui cède les droits d'exploitation à leurs utilisateurs pour permettre justement de créer leurs jeux, leurs films, leur merchandising, ce que tu veux à l'intérieur. Contrairement à ce que faisait Larva Labs sur CryptoPunk, qui disait on est propriétaire des droits d'exploitation commerciale, donc tu n'as pas le droit en tant que propriétaire d'un CryptoPunk de commencer à faire des produits dérivés, à rejouer, à faire des nouveaux travaux artistiques qui sont inspirés de ton CryptoPunk. Il y a eu beaucoup de conflits d'ailleurs qui se sont basés là-dessus, jusqu'au jour où Yuga Labs a racheté justement les CryptoPunks en disant « Salut les amis, grande nouvelle, à partir de maintenant, vous allez avoir vous aussi les mêmes droits ou des droits d'exploitation sur les CryptoPunks. » Donc, les gens étaient contents. En effet, ils ont sorti... Enfin, ils étaient contents. En tout cas, voilà. Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, Elie, c'est en effet, ils n'ont pas eu les mêmes droits exactement. Ils ont des droits un peu plus restrictifs. C'est-à-dire qu'ils ont quoi comme droit en moins, d'ailleurs il y a une petite nuance. En fait, ce n'est pas des droits en moins. C'est que... et je vous conseille, d'ailleurs, il y a une entité qui s'appelle Galaxy, sur galaxy.com, qui est un institut de recherche en fait, qui a publié un rapport très intéressant. Ils ont étudié les 25 plus grandes collections et places de marché NFT au monde, les OpenSea, et les collections type Bored Apes et tout. Et en fait, ils ont constaté que la quasi-totalité, je dis bien la quasi-totalité, avait une position sur les transferts d'IP totalement inexistante. Voilà, et complètement insécurisante pour les acheteurs. Donc, je vous conseille vraiment, il détaille avec des datas. Et en fait, la question, c'est pas tellement, et ils ont étudié particulièrement ce point-là, la question, c'est pas qu'il y a des droits en moins. En fait, c'est que ils ont changé la licence. Et la licence est différente de celle de Bored Apes, mais elle est mieux rédigée. Il se trouve que la licence de Bored Apes, au jour d'aujourd'hui, est considérée, selon des études d'avocats, comme étant mal rédigée, parce que ils l'ont fait à l'époque. Et donc, il y a notamment ces deux clauses, où d'un côté, on dit vous avez la totale propriété, et de l'autre côté, vous n'en avez qu'une licence. C'est ça, ce que tu nous expliquais. Donc, en effet, là, ils ont fait le vrai... Et donc, ils ont corrigé ça, ils ont clairement corrigé ça, donc c'est plus clair, mais du coup, ça semble plus restrictif que le côté completely qui avait marqué de manière extrêmement... Donc, en fait, ils ont vraiment fait le travail. De la licence. Ils ont fait ce travail juridique pour la première fois de leur existence avec les CryptoPunks et les MiBit. Et donc, on peut imaginer que, par extension, ils vont le faire à un moment donné pour les Bored Apes. Donc, il y a eu cette clarification, mais qui reste problématique. J'ai compris ce que tu disais. Demain, John Carp rachète les CryptoPunks et il dit finalement, les gars, vous n'avez plus le droit de rien. C'est possible aujourd'hui, c'est ça ? Alors, ça peut même être différent. Oui, c'est possible, mais en plus, délicat. Il peut même y avoir le cas extrême qui est en train de se produire. Comme c'est complexe, il y en a qui disent c'est pas grave, on met tout en Creative Commons 0, c'est-à-dire totalement libre de droit. Et il y a plusieurs projets qui ont fait ça. Alors, on peut se dire ouais, c'est cool, du coup, il n'y a plus de questions juridiques à se poser. C'est en Creative Commons, c'est libre de droit. Ouais, mais alors du coup, c'est quoi la valeur du NFT en fait ? Parce que le NFT, du coup, j'ai supposé un droit sur mon sous-jacent, mais sauf que n'importe quelle personne qui accède au sous-jacent peut faire exactement la même chose que moi. Donc s'il veut créer des t-shirts avec, il le fait. Donc le titulaire de NFT, concrètement, après ce passage en Creative Commons, unilatéral, voulu par les créateurs de certaines collections, fait que les NFT n'ont plus de valeur, puisqu'il n'y a plus de droit associé. C'est devenu complètement du domaine public. Donc c'est comme quoi le droit, encore une fois, si on fait n'importe quoi avec les licences en dessous, ou avec ce qu'on transfère, eh bien, tout l'édifice de propriété s'écroule.
D'accord, ouais, tu voulais réagir sur la capacité de changer. Enfin, je compte pas racheter tout de suite les Bored Ape, hein, mais au cas où. Et de toute façon, bon, je suis d'accord avec vous sur le fait que rajouter des droits, c'est problématique aussi. Normalement, il faut aussi une acceptation, mais en enlever, c'est beaucoup plus problématique. Voilà. D'accord. Donc c'est quand même compliqué à partir du moment où il y a des droits, où il y a un usage commun qui a été fait, une compréhension commune, c'est difficile de les retirer. C'est un manquement contractuel. Par contre, en effet, alors je surfe un peu sur ce que tu dis, Elie, c'est le dernier sujet. Donc on a parlé de ces droits d'exploitation, ça a été un peu le sujet de cet été. Donc il y a quand même un peu plus de clarification. C'est quand même une démarche intéressante qui s'est faite cet été avec ces nouvelles licences de CryptoPunk, parce qu'on voit quand même qu'il y a un travail de clarification qui commence à avoir lieu sur qu'est-ce que c'est un droit d'exploitation. Tu parlais, Elie, de Creative Commons. C'est vrai que c'était un peu le 660 Summer, on va dire, pour certains. Il y a pas mal de collections qui sont revendiquées Creative Commons. Ça veut dire, en effet, vous avez le droit de faire ce que vous voulez avec à partir du moment où vous me citez. C'est à peu près ça, la logique du Creative Commons. Même pas CC0, c'est vraiment domaine public, quoi. Hein. C'est vraiment c'est ce qui, au niveau des Creative Commons, c'est de se rapprocher le plus du domaine public. On a même des artistes, enfin on a Excopy qui a déclaré que certaines de ses œuvres étaient Creative Commons à partir de maintenant. Ah ouais, et puis bon, après, c'est assez marrant de voir que, par exemple, Moonbird s'est mis en Creative Commons, en CC0, alors qu'au départ, il y avait une sorte de flou autour de ça, mais on était plutôt quand même sur des droits d'exploitation accordés quand même aux utilisateurs, c'était un peu suggéré, et ils sont passés en CC0. Et donc c'est gênant. Moi, je suis propriétaire, j'ai perdu, comme le disait Elie, j'ai perdu mon exclusivité de droit d'exploitation, quoi. Depuis ce passage, la collection Moonbird a chuté. On voit sur les... Oui, mais donc... Tu vois le prix. D'où l'intérêt du droit et de la blockchain. Ouais, ou d'un autre côté, tu as le marché qui fait son travail aussi. Non, et du coup, le marché comprend l'intérêt du droit. Il y a une éducation qui se fait. On voit le CryptoPunk qui ont une licence super détaillée, enfin, un peu plus détaillée que les autres par Larva Labs. On voit qu'il y a une prise de conscience de la valeur des droits qui sont transmis au travers du NFT, parce qu'un NFT, c'est que ça. Ça identifie un utilisateur, une personne qui peut avoir du droit et une œuvre d'art, les droits sur cette œuvre d'art. Ça permet vraiment de faire ça. Alors, le temps presse un peu, on est déjà overtime, on me fait des signes, genre c'est vraiment, c'était déjà pas mal. Simplement, je vais vous demander à chacun en une phrase ou deux de décrire votre vision de l'environnement safe réglementé qu'on aura dans 5 ans. On va commencer avec toi, Elie, parce que je pense que c'est intéressant aussi de commencer avec toi. Alors, moi, je pense que les huissiers, notamment les officiers judiciaires, ne vont pas du tout disparaître, les notaires non plus. Ils vont s'adapter. Il ne faut pas confondre ce que permet un outil avec sa finalité. De la même manière que ce n'est pas parce que j'ai Word et un contrat que je peux remplacer un avocat en faisant des copier-coller. Il y a une dimension, en fait, qui est absolument indispensable, qui est justement le côté de reconnaissance publique des pouvoirs associés à ce type de profession, qui ne sont pas des intermédiaires qui sont là pour empêcher les parties de contracter, mais qui sont au contraire là à côté des parties pour les protéger. Et donc, et c'est l'idée de Logion, et c'est pour ça qu'on a cette vision à 5 ans, à 10 ans, c'est de dire qu'il faut simplement faire en sorte que les blockchains et les données qui sont gérées et les fichiers associés soient protégés exactement comme dans le monde réel, mais en permettant une fluidité, une automatisation énorme et des bénéfices absolument incontestables que permet la blockchain de par son immutabilité, de par ses automatisations. Ça va permettre de fluidifier et de rendre énormément de services à l'ensemble de toutes les parties dans une transaction et à tout à chacun. Mais ce ne sera évidemment pas au détriment de la disparition de ces professions. Elles vont devoir évoluer et nous, on y travaille. On travaille avec l'Union internationale des officiers de justice. C'est la plus grande organisation légale au monde. 5 continents, plus de 100 pays. Je peux vous garantir qu'ils ne sont pas prêts de disparaître et que les éléments et les pouvoirs qu'ils ont sont là au service de manière indépendante. Ils sont même pas, il y a une vraie autonomie judiciaire, ils ne sont même pas sous l'autorité d'un État. Ils sont autonomes, et bien ils sont là pour protéger les gens. Ils sont là pour protéger. Et donc, l'objectif, c'est d'avoir des blockchains qui bénéficient de ces protections-là et de l'ensemble de toutes les sécurités juridiques. Encore une fois, sans ça, il n'y aura pas de mass adoption. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Elie. Donc, une vision avec, des blockchains qui intègrent cette notion-là. Merci beaucoup. Mathieu, comment tu vois, toi, le futur ? Je vais casser l'ambiance directe. Le futur, à mon sens, c'est les monnaies numériques de banque centrale. C'est-à-dire que là, on est dans la bêta test. On se casse, c'est bon. On se casse. Non,
mais je pense qu'on va quand même avoir peut-être des trucs décentralisés en marge pour un certain nombre de communautés pour lesquelles ça a sens, peut-être un certain nombre d'entre nous, dans certains pays qui pourront pas avoir des grosses infrastructures et qui voudront ça. Et après, il y aura certainement quand même dans ces pays-là, pour un peu d'interopérabilité, un besoin quand même de KYC un peu plus automatisé et qui sera moins douloureux, qui peut passer par les soulbound tokens, des éléments qui seront intégrés, qui feront partie un peu de l'identité du wallet, qui sera plus lisible de fait. Et à côté de ça, des droits qui seront plus facilement lisibles aussi par des outils un peu standardisés qui iront chercher dans les métadonnées des éléments et qui donneront des accès en aval. Je pense que là, on essaie de travailler sur l'amont, bien structurer les actifs pour des usages futurs en aval qui lieront en fait la qualité finalement de ce qui est dedans, quoi, pour pas. C'est ça. Mais donc avec une notion quand même de droits qui vont être de plus en plus inclus dans les métadonnées, vont donner des accès par rapport à ça. Et bah du coup, Clément. Bon, pour compléter tout ce qui a été dit, je pense qu'on ne le sentira plus, ce sera plus compliqué. Il y aura plus de, on ne saura même pas qu'on est sur une blockchain, déjà, dans un premier temps. Ça sera beaucoup plus fluide. Et une dernière chose, on n'achètera plus un NFT, on achètera, je pense, des droits qui nous intéressent sur une œuvre d'art. Ce sera beaucoup plus concret, beaucoup plus facile de compréhension et beaucoup plus accessible pour les plus grandes communautés. Bon, bah, c'est optimiste. Eh ben, écoutez, en tout cas, je voulais vraiment vous remercier tous les trois. Moi, j'ai appris énormément de choses, moi, personnellement. Et merci à vous tous d'avoir assisté à ce panel. J'espère que c'était assez clair pour vous. Et ben, je vous souhaite tout de suite de passer du bon temps sur le prochain talk qui va être aussi vraiment pas mal du tout. À très vite. Au revoir.